Ceci est un essai de conduite de la Polestar 4 qui, par exemple, attaque le... Ça a dit bonjour avec le voyant, sans doute parce que j'ai la clé sur moi. Donc celui-ci, par exemple, se mesure à la Porsche Macan EV. De plus, la Polestar 4 se positionne en termes de prix et de taille entre la Polestar 2 et la Polestar 3. 2, 4, 3, ouais, pour moi, ça n'a pas de sens, mais leur logique, c'est, hey, faisons comme Apple. iPhone X, 11, 12 et ainsi de suite, des chiffres qui montent et ici aussi, ils souhaitent faire pareil comme les entreprises tech. La nouvelle voiture reçoit un numéro plus grand sans se soucier de sa taille. Ça n'a pas trop de sens pour moi, mais bon, nous sommes là pour tout vous expliquer sur la Polestar 4 avec Thomas et Otto Jeffull en 4K plein écran version intégrale. Allons-y. À l'avant, un design très élégant, très sportif, pas vraiment SUV, plutôt un crossover électrique. À l'avant, nous pouvons observer ici ces feux de jour dotés d'un style moderne très cool et également divisé. Le bloc optique principal se trouve dans la partie inférieure et ils ressemblent un peu à ceux de Volvo. Cette marque de tuning de Volvo, Volvo les a achetés à un moment donné. Puis ils ont créé leur modèle ou édition de performance. Ensuite, ils l'ont externalisé à une marque toute électrique. Cependant, dernièrement, Volvo a vendu ses actions et le propriétaire Geely a pris le contrôle total de celle-ci. Et certains interprètent cela comme s'ils pourraient éventuellement faire faillite en général, mais ils déclarent qu'ils n'ont pas encore fini. Et la société propriétaire de Geely veut la garder en vie pour l'instant, c'est sûr, et ils ont proposé beaucoup de nouveaux modèles. Nous devons absolument voir ce que l'avenir nous réserve, avec une longueur de 4,84 m ou 191 pouces. Comme je l'ai dit, entre le 2 et le 3 en taille et aussi comparable au Macan électrique de Porsche. Roue 20 pouces ou, en option ici, 22 pouces. Ce sont les plus grandes. C'est aussi ici la version performance. Donc il y a la version à propulsion arrière, 7,1 secondes pour l'accélération, ou la version à 4 roues motrices, un moteur électrique à l'arrière, un à l'avant, avec une accélération en 3,8 secondes. Voici pour vous la version performance à 4 roues motrices. Puis, il a aussi une suspension adaptative, on va la tester pour vous, batterie, 94 kW net. Jusqu'à présent, toujours cette version, donc on voit quelle portée on peut obtenir avec celle-là. Et la recharge présente aussi un intérêt particulier, jusqu'à 22 kWh en AC. C'est vraiment un bon chiffre. Pas tout le monde a ça. 200 kWh en DC, 10 à 80% en environ 30 minutes. Et l'évidence à l'arrière, ce n'est pas juste cette barre lumineuse rouge ici. Ça traverse complètement. Ça a l'air plutôt cool, non? Mais ensuite, oui, ici, c'est ce qui a déjà rendu cette voiture célèbre lors de la révélation statique. Il n'y a pas de fenêtre arrière. Nous avons un système de caméra très développé là-haut. Je vais aussi vous montrer comment cela se traduit à l'intérieur. Il visait à créer une nouvelle expérience à l'arrière. Nous la testerons très bientôt pour vous. Mais honnêtement, tu as demandé ça? Moi non. Et personne d'autre non plus. Et je pense que c'est toujours ça le problème. D'une part, je trouvais ça vraiment cool quand les fabricants faisaient leur propre truc, quand ils étaient uniques ou quelque chose d'original comme ça. Mais encore une fois, pourquoi quelqu'un choisirait de ne pas avoir de vitre arrière? Je ne comprends pas. Je pense que c'est plus un effet de style et cela pourrait être un handicap majeur pour ce véhicule. Mais ne condamnons pas encore cette voiture. Voyons d'abord s'il y a quelque chose de vraiment spécial à l'intérieur qui pourrait nous surprendre. Mais c'est certainement une approche très intéressante et unique qu'ils ont adoptée là. Et ici, il y a Léa dans la caméra arrière. Et maintenant, elle va nous ouvrir le coffre car c'est véritablement fascinant et intéressant. Observez cela avec attention. Et même quand le coffre est ouvert, tu peux toujours la voir. Et je me demande pourquoi est-ce que c'est comme ça? Là, nous le voyons. Ici, quand le coffre est ouvert, il y a cette fente, cette petite fente, la trappe de charge elle-même. Quand j'appuie ici probablement parce que la voiture s'est verrouillée. Mais ensuite, je peux aussi vous montrer la clé car il y a encore un porte-clés ici. Il n'a pas de vrai bouton ou quelque chose. Donc c'est juste comme un identifiant pour ainsi dire. Voici les poignées, sinon plates. Une fois la voiture ouverte, ceci s'ouvre aussi. Voilà. Donc, voici la trappe de recharge électrique.
AC, DC et vous mettez votre doigt ici, vous refermez. Cela semble véritablement assez fiable et aussi joliment et parfaitement intégré dans le design. Vous savez, récemment avec l'Audi Q6 e-tron, cette trappe de chargement prenait vraiment une éternité et ainsi de suite. C'est pas génial? La pompe à chaleur est de série et la technologie de la batterie utilisée est NMC, juste pour que vous le sachiez. Et y a-t-il un frunk? Alors, regardons ça de plus près. On ouvre ensuite avec un deuxième compartiment. Il y a bien un frunk, un petit, tout petit, oui, mais c'est toujours un avantage d'en avoir un donc. Et vérification des indicateurs de direction. Ça a vraiment l'air incroyable, non? Les lumières en bas et en haut, tout est là, oui, ça mérite définitivement le cachet cool. Et les clignotants à l'arrière sont également très larges, un peu dissimulés sous le feu de freinage, je dirais, mais tout de même suffisamment longs et larges. Léa m'a posé la question sur cet autocollant indiquant Polestar 4, 100 kWh, 400 kW, et si c'est présent sur toutes les voitures Polestar. Effectivement, c'est le cas, et Léa a également raison de dire que cela n'a pas vraiment belle allure, pour être honnête. Et mettriez-vous cet autocollant sur votre véhicule? Maintenant, regardons de plus près ces poignées de porte. Par exemple, je glisse ici et elles viennent vers moi. C'est intéressant et cela donne aussi un retour haptique. Son de fermeture sombre, pas trop mauvais pour des portes sans cadre, honnêtement. Je veux dire, on a entendu mieux, mais aussi bien pire, surtout avec des voitures à porte sans cadre. Parfois, des voitures à porte sans cadre réussissent à avoir un son de fermeture remarquable. Ensuite, l'insertion des portes. Très belle utilisation des matériaux plus clairs ici. Différents styles sont disponibles. Ici, c'est plutôt un toucher doux, dirais-je. Cuir rouge de haute qualité ici, puis un insert en tissu. Différents styles disponibles. Juste dans la partie inférieure, c'est plutôt du dur ici. Système audio, Harman Kardon ici. Nous avons une finition haut de gamme, un badge d'entrée Polestar et le volant aussi. Cet intérieur est entièrement exempt de matériaux d'origine animale. Bonne approche, à partir des sièges en simili-cuir de haute qualité et des matériaux recyclés. Ces sièges ici sont faits en tissu et sont fabriqués à 100% de matériaux recyclés. Alors, ils ont très tôt adopté l'approche, vous savez, de durabilité en réduisant également les émissions de CO2 et en utilisant des matériaux recyclés. Ils ne sont pas tous sans produits animaux. Le cuir animal est disponible, mais leur focus est fort. Ainsi sur le tissu et aussi sur les sièges en cuir rouge haut de gamme. Et en termes de matériaux, cela fonctionne très bien en effet. Vous pouvez rendre cette partie inférieure un peu plus longue. Et là, vous voyez d'ailleurs le simili-cuir haut de gamme. L'autre version serait presque comme ça, mais sur tout le siège si vous voulez un nettoyage plus facile. Donc, les choix de matériaux sont vraiment très bien ici, il faut que je le dise. Quant au volant, eh bien, vous pouvez constater qu'il est impossible d'ajuster quoi que ce soit ici. Cela va alors aussi dans la direction de Tesla. Volvo fait ça maintenant aussi, que vous devez le faire à partir de l'écran. Et je dois dire, il faut vraiment un peu apprendre à connaître la voiture. Et ensuite, nous devons voir où il est, l'intérieur, le volant, et puis nous pouvons utiliser ces pavés tactiles ici pour mettre le volant plus haut, plus loin. Ici, il est nécessaire d'appuyer là, puis on observe le volant rentrer, mais c'est presque, il y a une sorte de retour d'information. Tu sais, genre, pourquoi ça ne réagit pas maintenant? Ça pourrait être dû au véhicule de pré-production, mais aussi parce que ce n'est peut-être pas si bien construit à cet égard. Alors, les champs capacitifs présents sur ce volant comptent parmi les pires expériences que j'ai eu l'occasion de vivre jusqu'à présent. J'espère juste qu'ils pourront les améliorer d'une manière ou d'une autre. Pas un bon retour. Le réglage du siège ici est cependant toujours avec ses boutons classiques. J'apprécie vraiment qu'ils puissent simplement déplacer ça. Et voilà, c'est tout. Donc avec 189 cm, oui, il y a suffisamment de marge ici. Donc oui, vraiment amplement de place, c'est certain. Donc ça ne fait pas du tout SUV, ça fait vraiment crossover. On dirait une Polestar 2 avec un peu plus d'espace. Pour l'espace cependant, pas besoin d'utiliser le pied gauche, pas d'embrayage. Mais si vous regardez cet espace ici et mes chaussures trop grandes, ici, je ne rentre pas avec. Donc il y a une limitation ici. Mon pied gauche ne rentre pas vraiment du côté gauche. Et quelle était la taille déjà? 13 en US, 47,5 pour l'Europe, 12 en UK. C'est bien qu'on ait l'échelle ici, non?
Oui, mes pieds sont très très grands, donc cela pourrait ne pas être un problème pour tous les conducteurs, mais si vous avez de longs pieds ou de grands pieds, Bigfoot, oui. Ensuite, il y a vraiment un souci à gauche. Vous devez en fait trouver un endroit pour poser vos pieds. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je rédige des critiques de voitures et j'ai finalement révélé ma pointure de chaussures. Par exemple, la vue d'ensemble du cockpit ici de la Polestar 4. D'abord ici, de beaux matériaux aussi sur le tableau de bord, plutôt cool. Ambiance de salon. Y a-t-il une boîte à gants? Bonjour. Y a-t-il une boîte à gants? Il n'y a pas encore de bouton séparé, mais cela va à nouveau dans la direction de Tesla. Je peux l'ouvrir ici depuis le système d'infodivertissement et il y a comme une petite boîte à gants juste là et c'est aussi bien amorti. Voilà, et la console centrale, ça a vraiment l'air très propre de l'ensemble de l'atmosphère. Clic, clac, clac, j'adore vraiment. Donc c'est pour le volume, également le bouton de lecture et de pause. Ensuite, le bel aluminium brossé ici, glissé pour accéder aux portes-gobelets. Ils sont également adaptatifs. Puis, deux chargeurs USB-C, un espace en dessous. Effectivement, ça fait un peu Porsche. Et puis un grand écran ici, 15,4 pouces. Plus en disposition horizontale maintenant. L'unité de climatisation est située en bas. Très bientôt, nous allons examiner l'écran et ses fonctionnalités en détail. La clé de contact est ici sur le côté droit, donc c'est classique. Et nous avons aussi des clignotants. Actuellement, c'est une bonne chose d'avoir des clignotants. Lia et moi, on se dispute souvent à la maison, mais jamais sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? Se chamailler joyeusement au sujet des commandes de Tesla parce que je dirais «Ah, pas de manette, mais c'est quoi ce délire?» Et elle dit «Oui, pourquoi pas? Allons-y, un futur, des nouveautés, pourquoi pas?» Ouais, j'aime vraiment quand il y a une vraie colonne de stock, exactement comme ici. Le rétroviseur est évidemment complètement inutile parce que vous ne pouvez de toute façon rien voir derrière. Et c'est pourquoi vous pouvez passer directement à la vue caméra. Et ensuite, vous avez aussi cette vue numérique à l'arrière. Et ce que je veux aussi vous montrer ici, c'est quand j'active le clignotant à droite ou à gauche. Regardez ça, ça saute, l'image saute. Eh bien, il y a une raison à cela, parce que quand j'utilise le clignotant ici à droite, ça saute à droite. Que vous puissiez mieux voir ce qui se passe à droite, comme une sorte de fonction de surveillance des angles morts. Et quand je le frappe vers la gauche, il va à nouveau dans l'autre direction. Oui, je pense que c'est bien intentionné. Cependant, c'est aussi un peu étrange car cela finit par t'irriter. Un tapis de charge à induction. Je voulais simplement voir s'il y a un trou de ventilation ou non. Donc, il n'y a pas de trou de refroidissement dans ce trou-là. Ainsi, le téléphone va surchauffer et sans oublier un grand espace ici, sous la console centrale pour ranger des choses. Le point de vue du conducteur ressemble à ceci. Bonne taille du volant. Ensuite, nous avons les instruments numériques. Vous avez une bonne vue d'ensemble dès le démarrage. Quand vous mettez le levier de vitesse, c'est comme ça. Mais vous pouvez également passer à travers certaines choses. Par exemple, différentes vues et par exemple aussi la vue de la carte. Ensuite, il y a aussi un affichage tête haute et il est vraiment très bien visible. Et ici, sur l'écran, vous avez Google Maps déjà intégré. Et bon, c'est vraiment cool. Aussi pour calculer les arrêts de recharge, etc. Ici, il y a une fonctionnalité intéressante. Il y a les réglages d'éclairage ambiant et cela dépend ensuite de la planète que vous choisissez, quelle couleur l'éclairage ambiant va vers ces intégrations juste ici. Lorsque je vais sur Terre, c'est par exemple également bleu, contrairement à 5 qui se déplacent à travers l'espace ici. Ça reste toujours de la même taille ici, mais ça indique aussi le diamètre et ainsi de suite. D'accord? Vos enfants peuvent aussi apprendre le diamètre de Mars et de Jupiter et aussi l'ordre correct des étoiles en fonction de leur distance au Soleil. Le système d'infodivertissement lui-même, il est assez rapide, je dirais. Climatisation, unité en bas, siège chauffant. Je préfère toujours, bien sûr, les diodes analogiques, bien sûr, les physiques et non pas les numériques. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a vraiment énormément à faire ici. Le mieux, c'est que tu prennes quelques raccourcis, par exemple, à cet endroit. Vous avez ici les raccourcis les plus pratiques pour ajuster facilement la vitesse et la conduite à un seul pied. Et ce n'est pas le mode PET. Cela ressemble à une voiture. Mode PET, voici le mode performance que vous pouvez activer ou désactiver ici. Et la grande question du jour pour vous est pourquoi y a-t-il maintenant un placard sur le toit du véhicule? Mais qu'est-ce que c'est alors la solution à cela?
est que ce n'est pas un placard et si je déplace le véhicule légèrement, je tourne le volant vers la droite, vous voyez, c'est censé représenter l'arrière d'un camion. Donc là, ça y est, le camion commence à bouger de façon synchronisée par rapport au véhicule. Mais la question est, si ce n'est pas un placard mais un camion, où est le camion? Ça? C'est un camion, ça? Non, ça devrait être à gauche. Ceci, évidemment, ces deux piliers sont un camion. Intéressant. Donc, nous pouvons aussi étendre la carte. C'est bon. Ensuite, nous avons le plein écran et nous sommes autour de la région de Munich, donc au sud de la Bavière, en Allemagne. Et calculons un itinéraire pour Kiel. Et ensuite, vous pouvez voir ici les suggestions pour les arrêts de recharge. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3 arrêts de recharge. 39 minutes, 90 minutes et 31, 39 minutes. Et c'est intéressant. Donc oui, ça fait vraiment un arrêt de recharge très long alors. Mais là, vous pouvez voir ici, ce système GPS basé sur Google Maps est capable de calculer correctement les arrêts de recharge individuels. Alors, parlons de l'expérience des sièges arrière. Commençons par les portes arrière. Ici aussi, c'est bien recouvert en fait. Puis l'insert en tissu que nous avons ici. Bonne qualité aussi des boutons. Voici le manuel de déverrouillage de la porte. Et ici, eh bien, c'est plutôt dur à l'intérieur. Harman Kardon SoundSense, une autre enceinte. Cela ne ressemble pas à une double isolation pourtant. Et puis, regarde, nous avons le toit en verre. Celui-ci est cependant entièrement fixé. Et laissez-moi vous expliquer, après être revenu d'une chaleur record à Los Angeles et Palm Springs, où nous avons connu des températures atteignant jusqu'à 40 voire 50 degrés Celsius par jour, et nous avions aussi le véhicule avec le toit en verre panoramique que nous pouvions fermer avec un store menu au moins, mais c'était quand même super chaud. C'est ici une très mauvaise idée si c'est juste super chaud. Et cela vaut aussi pour une Tesla Model 3. Pourquoi les habitants du Texas ou ceux vivant en Arizona prennent-ils soin de recouvrir leur Tesla avec un revêtement extérieur pour se protéger de ce toit fixe en verre? Je ne sais pas d'où vient cette idée. Ce n'est pas une spécificité de Polestar. C'est général pour de nombreux fabricants en ce moment. Je suis presque pour des toits fixes. Ou rouler en cabriolet. Ou si vous mettez un toit en verre, faites-en un qui s'ouvre pour que la chaleur s'échappe ou s'utilise autrement. Ensuite, il y a ces solutions qui possèdent une fonction électrochrome, par exemple. Cela est également disponible pour la Polestar 4 en tant qu'option possible ici. Donc je vous recommande vivement d'opter pour cela. Ce n'est pas encore disponible, donc en ce moment, c'est ici la norme. Pas encore dispo avec la fonction électrochrome, ça viendra après. Donc je attendrai vraiment que cette option soit là, car tu en auras besoin lors des jours chauds. Il fait très vite chaud ici à l'intérieur. Encore une fois, ce n'est pas un souci propre à Polestar, c'est pour tous les véhicules. Ils ont besoin d'un dispositif d'ombrage, qu'il soit électrochrome, un store mécanique ou bien autre chose. Mais maintenant, pour cette expérience, eh bien, quand on regarde à l'arrière, oui, c'est ça, avec une absence de fenêtre arrière. De cette façon, tu vois, oui, tu as le toit en verre ici, puis tu as aussi la zone noire ici. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas mis la vitre arrière. Je pige pas l'idée, je saisis pas le concept. La marge ici avec 189, 6 pour 2. Tu as un peu d'espace ici, mais je l'aurai avec une fenêtre arrière, non? Donc, même si c'est vraiment tout petit, je crois que c'est pour l'effet de chaud ou autre chose. Oh, c'est aussi intéressant de noter que la Polestar 2 nous a amenés ici pour cet événement et nous étions confortablement installés à l'arrière. Et honnêtement, ce n'était pas une bonne expérience. Ici, c'est bien plus confortable que la Polestar 2. Et la raison principale, c'est que, vous savez, l'inclinaison est différente. Donc, vous vous penchez un peu plus en arrière. C'est une position plus détendue ici. Donc oui, ça fonctionne. Cette ambiance lounge et détendue fonctionne vraiment. C'est vraiment cool. Et ici, l'espace pour les jambes est encore correct, je dirais. C'est le siège pendant que je conduis. Pas la meilleure utilisation de l'espace compte tenu de la longueur peut-être, mais il y a aussi des concurrents qui obtiennent un résultat similaire. Et puis, nous utilisons cette plateforme électrique. Ce n'est presque pas un plancher plat, juste une petite bosse. Cependant, je pense que ça passe. Ici, on trouve également deux chargeurs USB-C par exemple. Il y a aussi une unité de climatisation indépendante pour l'arrière. Vous pouvez aussi avoir un chauffage de siège à 3 niveaux. Les tapis de sol sont en matériaux mono.
Tout provient de bouteilles, plastique recyclées. Et ensuite, le matériau monomatière est également important pour traiter le matériau par la suite. Donc c'est comme la meilleure solution. Vous prenez du matériau recyclé et ensuite vous fabriquez un matériau 100% pur que vous pouvez aussi recycler à nouveau plus tard. Parfois, dans le recyclage ou la durabilité dans l'industrie automobile, il peut être plus logique de ne pas opter pour le recyclage, mais de fabriquer des matériaux de moteur à 100% qui peuvent ensuite être retraités dans quelques années ou lorsque la voiture sera mise à la casse à un moment donné, plutôt que de recycler et mélanger des matériaux impossibles à redissoudre. C'est un équilibre entre pour et contre. Ici, un recyclage à 100% avec monomatériaux est une solution efficace. Ce n'est qu'un simple détail de tapis, mais leur approche durable est vraiment sympa. C'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Mais ici, l'expérience à l'arrière, je pense que c'est plutôt sympa. Oui, c'est vraiment intéressant de voir que le siège indique bien l'isofix en bas, juste ici. Et cette partie est particulièrement prononcée. Elle sert en quelque sorte de soutien lombaire intégré et pratique. Mais pour moi, ce n'est pas bien parce que je n'aime pas le soutien lombaire des sièges. Si vous aimez les supports lombaires spéciaux dans les sièges, alors vous aimerez aussi cela. Oui, donc dans l'ensemble, je pense que c'est un meilleur résultat que dans la Polestar 2, mais pas un résultat exceptionnel pour le confort des sièges arrière. Et ce n'est vraiment pas la peine de se débarrasser de la vitre arrière pour ça. Ça n'a vraiment pas tellement de sens si l'on considère l'expérience globale, je trouve. Ici, une autre fonctionnalité sympa. Vous pouvez en fait ici électroniquement et ils peuvent aussi changer l'inclinaison ici. 2/3, 1/3 de séparation, voilà. Et je peux aussi le faire de mon côté. C'est donc une belle fonction de luxe que nous n'avons généralement pas dans ce segment ici. Et puis tout à l'avant, il y a des porte-gobelets. Donc oui, définitivement, je veux dire, ce qui est clairement le cas, c'est qu'ils ont des idées fraîches. Ah, tu sais, il y a en fait un bouton noir sur lequel on peut appuyer. Voilà. 530 litres ou presque 18 pieds cubes. Et vous vous demandez, et moi aussi, où sont ces 530 litres? Parce que c'est minuscule, du moins à première vue. Mais regardons de plus près. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment large. Voyez, plus de 110 ou 43 pouces. Donc vraiment bon en largeur. La longueur est aussi assez proche, presque 1 mètre ou 40 pouces. Donc c'est bon. Et la hauteur ici au point le plus haut est de 55 cm ou 21 pouces. Mais ici, c'est vraiment peu profond. Cette valise cabine peut également passer debout. Et en dessous ici, oh là là, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Oui, désolé pour ça. Oui, il faudrait parfois vraiment que je travaille un peu plus mon entraînement du tronc. Alors voilà, ce que je souhaite vous montrer, c'est bien ça. D'habitude, on peut soulever celui-là, mais ici, il est comme s'il était fixé. Et ensuite, vous pouvez soit le mettre comme ça. Il y a plus d'espace ici. C'est aussi d'ici que vient une figure de leader. C'est en fait très agréable à utiliser. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre tout ça ici dans ce segment inférieur. Voilà. Vous avez encore plus de hauteur. C'est aussi d'ici que vient la figure du leader. Et puis, ouais, tu te souviens qu'il n'y a pas de vitre arrière, mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, on sait que c'est juste placé ici comme un couvercle de coffre, mais ça ressemble à quelqu'un qui l'a juste mis à l'envers et ça semble un peu bizarre. Mais la raison derrière cela est que vous tenez ceci ici. C'est un mécanisme étrange. Ensuite, vous pouvez avoir celui-ci qui pend juste là. Et puis vous pouvez en fait regarder à travers, mais pas par la fenêtre, juste quand le coffre est ouvert. Et quel pourrait être un bon cas d'utilisation pour cela? Peut-être lorsque vous avez un petit chien ici, et alors le chien peut aisément regarder par ici. Ici, vous pouvez obtenir l'accès aux sièges arrière et alors les rabattre de façon directe. C'est donc sûrement la raison principale. Vous pouvez aussi tout retirer. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Normalement, ça devrait ressembler à ça, non? Ouais. Ça te chamboule l'esprit, n'est-ce pas? Ouais. Il y a donc en réalité davantage d'espace que ce qu'on pourrait imaginer. La longueur totale fait 1,85 m ou presque 73 pouces est aussi en fait pratique. Cependant, j'ai trouvé une fonctionnalité sympa ici aussi. Vous voyez cela, le logo Polestar est joliment imprimé ici, dans la partie inférieure de ce haillon. Et oui, c'est une autre chose qui paraît inhabituelle car on s'attendrait à voir la lunette arrière là. Oh, voyez ici la clé d'activité est venue vers nous.
à cause de l'accélération, bien qu'elle était cachée là-bas au fond. Donc c'était 20 à 100 km à l'heure et c'était même en montée. Donc vraiment bonne performance ici de ce modèle performance de la Polestar 4. Et nous avons une bonne réaction de direction ici. Ça se sent vraiment bien ici quand on fait un changement de voie et ainsi de suite. Les roues de 22 pouces me donnent une bonne sensation de la route, peuvent être rudes dans les nids de poules et ainsi de suite. Cette version à 2 moteurs inclut la suspension adaptative, donc on peut aussi la modifier ici. C'était la sensation standard. Je pense que c'est déjà assez rigide et sportif et on peut le passer à agile ou même à ferme. Parfois, les réactions de l'écran tactile ne sont pas parfaites. Et en ferme, voyons, faire des grognements euh, pour comparer au standard. Ouais, ouais, tu sens ça. Donc, je veux dire, avec la combinaison des roues de 22 pouces, le réglage standard est totalement correct. Donc je ne le mettrai probablement pas plus ferme. C'est bien qu'on puisse juste sentir la direction ici. Donc léger, c'est quand on veut facilement se garer, mais je trouve que ça ne semble pas si naturel. Le réglage standard, je trouve ça vraiment cool, ça fait vraiment corps avec le véhicule. Ferme, c'est aussi bien, donc je choisirais probablement standard ou ferme. C'est ce que je préférerais au moins. Hein, quelques Porsche ici, vraiment sympa. Ici, en mode conduite un pédale, quand tu relâches l'accélérateur, tu roules doucement, serait alors une certaine récupération et standard. C'est alors quand j'accélère et que je relâche l'accélérateur, une récupération forte qui donne alors une sensation de conduite à une pédale et il faut toujours être doux avec ça pour ne pas trop stresser tes passagers assurément, mais c'est une bonne sensation équilibrée, ça se sent sportif, ça ne se sent pas comme un SUV, c'est plutôt comme une version améliorée de la Polestar 2. Celle-ci ici, je ressens vraiment avec un peu plus d'espace, plus de puissance, un peu plus de taille et ainsi de suite. Vous actionnez la colonne de droite ici pour l'assistance pilotée, pour les systèmes d'assistance, ici vous l'activez. La Polestar 4 avec votre pouce gauche, comme nous le savons aussi d'autres véhicules, et j'ai tendance à l'activer ici sur les routes de campagne, car là vous pouvez aussi très bien tester, par exemple si les systèmes sont fiables et très sophistiqués, et ainsi de suite. Ils sont conçus pour l'autoroute, mais ici vous pouvez vraiment les mettre à l'épreuve s'ils fonctionnent toujours ici. Et jusqu'à présent, tout va bien. Ici, 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure. Et vous voyez qu'il suit la route. Je ne dirige pas en ce moment. Donc, pas d'intervention de mon côté et aussi pas de mouvement saccadé et ainsi de suite. C'est plutôt cool aussi, belle visualisation là-dedans dans les instruments numériques par exemple, donc c'est très bien fait en termes de système d'assistance, donc plutôt cool. Je ressens même que cela pourrait être un peu mieux que dans la Polestar 3, donc la fluidité de la réaction et ainsi de suite depuis le volant. Oui, très bien. En termes d'isolation phonique, ici à 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, c'est aussi correct. Autoroute, grande vitesse. Nous y voilà, c'est la vitesse maximale 205 km par heure, bien, et maintenant ça devient vraiment bruyant aussi ici, mais la voiture se comporte encore assez bien. La suspension peut être maintenant un problème de dire trop ferme, eh bien ouais c'est cool, je ne dirais pas que c'est confortable de conduire aussi vite avec ce véhicule, mais la suspension ferme fait maintenant un bon travail pour le maintenir plus ou moins sous contrôle. Et voyons voir ici un bon changement de voie. Trouvons une vitesse où c'est confortable. Ouais, 150, je pense que c'est encore bien quelque chose comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Avec la Polestar 3 récemment, nous avons découvert que c'est l'un des véhicules les plus silencieux jusqu'à 100 km à l'heure. Mais quand on va vraiment vite, on ne se sent plus à l'aise. Ça devient très bruyant. Donc nous n'avons guère ce constat ici, celle-ci. La Polestar 4, je trouve qu'elle est un peu plus bruyante à basse vitesse, mais plus silencieuse à haute vitesse que la Polestar 3.
fou comme bizarre, mais ouais, c'est comme ça en fait. Donc, ouais, c'est vitesse illimitée ici, bien que la voiture affiche 130, c'est une bonne vitesse de croisière en fait. Et oh ouais, une si belle autoroute libre pour vous aujourd'hui, donc on peut faire des changements de voie, c'est vraiment agréable, bonne réaction du véhicule, bonne suspension, on se sent vraiment en harmonie avec le véhicule pour toutes les caractéristiques de conduite. Quant à l'interface utilisateur, non, parce que certaines choses à changer et à contrôler sont juste trop compliquées. Et aussi, ces boutons capacitifs sur le volant ont été utilisés par beaucoup de fabricants récemment. On ne se sent pas trop connecté à la voiture à cet égard, mais en termes de conduite, vraiment bien. Oui, la suspension maintenant, quand nous avons des bosses sur la route en mode ferme, c'est intéressant. Oui, quand nous l'avons en réglage central, vous les sentez à peine. Quand nous étions en mode ferme, comme pour des très petites vagues, vous pouviez les sentir. Mais maintenant, en mode standard, c'est équilibré, donc c'est en fait mieux. Oui, donc je veux dire, la question était aussi, peut-il être comparé au Porsche Macan? La performance en accélération est vraiment excellente. En termes d'agilité, le Macan s'avère clairement plus précis et globalement supérieur. Et pour ce respect-là, je me sens ainsi. Ouais, je veux dire, je ne suis pas sûr que les gens verront vraiment cela comme un concurrent du Macan. Cela pourrait correspondre à la taille et en termes de taille, ce serait moins cher et ainsi de suite, cela pourrait être quelque chose. C'est aussi, comme je l'ai dit, un véhicule unique à bien des égards, différent par la façon dont il se conduit et grâce à tous les facteurs, qui assurent une excellente conduite. Consommation et efficacité et l'autonomie, d'abord, un test mixte à des vitesses allant jusqu'à 100 km par heure, 60 miles par heure. Essayez donc d'optimiser davantage l'autonomie. Ensuite, nous avons obtenu environ 19 kWh pour 100 km, donc 3 miles par kWh. Avec une batterie de 94 kWh net, cela donnerait environ 500 km ou 300 miles d'autonomie réelle. Cependant, nous avons également effectué un test sur l'autoroute 130 km à l'heure en ligne droite ou 80 miles à l'heure. Ensuite, la consommation a un peu augmenté, mais pas trop. Cela signifierait donc une autonomie autoroutière d'environ 400 km ou 250 miles. Il est vraiment intéressant de noter que entre la Polestar 4 et la Polestar 3 que nous avons conduite récemment, celle-ci n'a pas tellement dépassé la consommation lorsqu'elle allait plus vite. Celui-ci plus efficace à des vitesses plus élevées que le Polestar 3, c'était la principale différence. Le tarif de base pour la propulsion est environ 60 000 € ou dollars. En obtenant cette grande batterie et en la comparant aux autres concurrents premium du marché, c'est toujours assez acceptable. Cependant, la version à traction intégrale avec plus d'équipements que l'on voit ici dépasse les 80 000 € ou dollars. Donc c'est bien plus que 80 000, genre 84 ou quelque chose d'approchant. Et on commence donc à envisager d'autres concurrents possibles qui sont présents sur le marché. Globalement, c'est un véhicule très agréable et performant. Un bon véhicule électrique, par exemple, avec l'efficacité de la recharge et la manière dont il roule qui sont à souligner. Cependant, il y a également de nombreuses choses à dire concernant la commande, de l'interface. Elles sont juste trop compliquées et un peu exagérées, je trouve. Et également ce concept de l'arrière sans fenêtre arrière. Je suis d'avis qu'il n'y a pas de véritable avantage à cela. Oui, c'est vraiment unique. Cependant, même si j'aime beaucoup la marque Polestar et leur engagement envers la durabilité, j'ai encore quelques doutes. Oui, ils proposent encore du cuir animal, ils pourraient s'en passer, à mon avis, alors ce serait plus cohérent. Mais à part ça, beaucoup de choses qu'ils font très bien. Cependant, je pense qu'avec ce véhicule, ils ont quelque peu exagéré dans une certaine mesure. Je crois que pour de nombreuses personnes, cela sera probablement perçu comme trop unique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je pense que cela pourrait poser un problème d'avoir suffisamment de ventes pour le faire vivre. Avec la Polestar 3, ce ne serait vraiment pas un problème. Je crois sincèrement que cela peut très bien se vendre. Cependant, celui-ci, je perçois un problème pour la marque elle-même. Il réussira à attirer certains clients qui apprécieront particulièrement cette unicité, mais je ne prévois pas un large succès de vente pour ce véhicule précis et spécifique. Et maintenant, vous pouvez regarder plus d'avis sur Polestar, comme le Polestar 3